vais faire monter sur scène Christophe Chaudier, un quickie de 20 minutes sur le cloud souverain. Par où commencer? Christophe vient de t'envoyer l'invitation. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, c'est bon? Tout va bien. Bon, parfait. Alors, Eclipse. je vais partager, voilà. Ah, je suis tout seul sur scène. Alors, 5 minutes, ça va peut-être être un peu court. Alors, bonjour à toutes et à tous. Hop. Alors, aujourd'hui, on va parler, alors je pense que je dois commencer. On va parler aujourd'hui de cloud souverain et par où on peut commencer pour aller vers un cloud souverain. Mais avant ça, il convient déjà de définir un petit peu ce qu'on entend par cloud souverain, parce que finalement, c'est un concept un peu indélicat. Alors, je vais juste me présenter rapidement, c'est vrai. Alors, moi, c'est Christophe Chaudier. Je suis entrepreneur et CTO de 2 services en ligne qui sont fabriqués avec des logiciels libres et hébergés en France. J'ai 43 ans et j'habite Saint-Étienne. Donc, je dis bonjour à tout le Nord. Je pense à vous. Ce que je fais, en fait, en gros, dans le collectif de freelance que j'ai monté qui s'appelle l'Hydra, je suis formateur et consultant en méthodologie DevOps et ça fait plus de 15 ans que je fais du déploiement logiciel et je m'occupe des relations avec les fournisseurs. Du coup, c'est pour ça que je les connais, je commence à bien les connaître, les fournisseurs cloud. Alors, je ne les connais pas tous en France, mais bon. Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn. Je suis assez facile à trouver. Si vous tapez mon nom, normalement, il n'y aura pas de souci. Nos initiatives pour pourquoi en fait je fais ce talk finalement avec vous. La première chose, c'est qu'en fait j'ai créé il y a 2 ans les Compagnons du DevOps, une communauté en ligne autour du DevOps justement, avec un forum, des vidéos et un podcast. Donc vous pourrez trouver la chaîne sur YouTube, les podcasts dans toutes les applications de podcast, et le podcast s'appelle Radio DevOps. L'un des 2 services en ligne qu'on édite, c'est Frogit. C'est une usine logicielle en fait hébergée en France et basée sur des logiciels libres. Vous pourrez retrouver du GitLab, du Mattermost par exemple à l'intérieur, et c'est tout hébergé chez Scalaway. Donc on commence à connaître un petit peu. Et évidemment, on prône la souveraineté numérique et un Internet libre, mais j'y reviendrai. Alors, la souveraineté, finalement, qu'est-ce que c'est ? En gros, la souveraineté, c'est une nation ou un peuple qui peut assurer et plutôt mettre en place ses propres lois sur son propre territoire. Ça, c'est vraiment important parce qu'on parle là de lois et de termes légaux. Et du coup, la souveraineté numérique, c'est appliquer les lois d'un pays, en l'occurrence nous, la France, sur le territoire et le cyberespace numérique, donc sur l'Internet français. Et pour pouvoir assurer notre souveraineté numérique, il faut, en fin de compte, qu'on ait une certaine autonomie numérique et donc qu'on ait des fournisseurs, en l'occurrence cloud, qui nous permettent d'assurer ça. Et du coup, si on a des personnes qui nous permettent d'assurer notre autonomie numérique, on peut commencer à parler d'égal à égal avec les autres pays. Ça, c'est un point très important parce que pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un monopole finalement des fournisseurs cloud américains. Donc, si je vous cite Google Cloud, Azure ou même Amazon Web Services qui sont les plus gros, on constate de fait qu'ils ont un monopole et la plupart des services en ligne qu'on utilise, des applications aujourd'hui même qui sont françaises, sont pour la plupart hébergés chez ces fournisseurs américains. Et alors, ça pose plusieurs soucis. Le premier, et non des moindres, c'est qu'en fait, il y a une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, qui est une loi qu'on appelle extraterritoriale. C'est une loi qui s'applique sur les territoires étrangers, puisqu'en fait, le gouvernement américain ou les autorités américaines peuvent demander à n'importe quelle société américaine de fournir des données ou du code qui sont hébergés sur un serveur de la société, quel que soit l'endroit où est hébergé ce serveur-là. Si je prends l'exemple d'Amazon Web Services, si le gouvernement américain, à travers un procès, demande
à obtenir des données ou du code sur un serveur en France, c'est possible puisque le serveur appartiendra à Amazon Web Services. Et du fait, si on héberge des données personnelles dans une application française, par exemple, sur des serveurs américains, on va avoir un problème puisque la RGPD et le Cloud Act ne sont pas compatibles. Alors ça, c'est mon avis profond. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on a des fournisseurs cloud en France qui nous permettent justement d'assurer notre propre souveraineté et de pouvoir mettre nos applications sur des clouds qui sont français et donc plus soumis aux lois qui ne sont pas de notre pays? Eh bien, on a quelques pistes. Alors, j'ai fait deux parties, finalement. La partie infrastructure as a service, donc ça, c'est tout ce qui est brique de base de cloud. Et la partie plateforme as a service, là, c'est plus, on envoie notre code chez un fournisseur de plateforme, et puis lui, il s'occupe de l'héberger. Si vous connaissez Heroku, c'est un peu la même chose. Alors, je me suis basé sur des critères de choix et c'est pour ça qu'on ne va pas retrouver tous les fournisseurs qu'on peut imaginer. Donc déjà, en fait, il faut que le fournisseur cloud il propose des briques de base, c'est-à-dire des instances, des stockages de blocs, donc des disques qu'on peut attacher au serveur, des réseaux, des groupes de sécurité, des murs de feu, du stockage objet compatible S3, parce qu'aujourd'hui, S3 s'est imposé dans les applications. Et évidemment, une facturation à la demande, c'est-à-dire soit au mois, soit à la minute. Et enfin, comme on fait dans le mouvement DevOps de l'infrastructure as code, du code d'infrastructure, il faut que le fournisseur fournisse un provider Terraform, ce qui m'a permis en fait d'en éliminer beaucoup. Et évidemment, il y en a que je ne connais pas parce qu'ils sont probablement trop petits. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 4. Donc, on a Opla Cloud alors ils sont classés par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence, hein, qui propose toutes les briques de base, finalement, d'un fournisseur jusqu'au stockage objet, mais il ne fournit pas de CDN, donc de Content Delivery Network, ce qui permet d'envoyer nos fichiers au plus près de l'utilisateur. Il ne fournit pas de load balancer, il ne fournit pas de base de données managée, ni de Kubernetes managée, et il n'a pas de programme startup. Par exemple, le programme startup, c'est si vous allez chez un fournisseur cloud et que vous êtes une startup, vous pouvez candidater à leur programme startup et eux ils vont vous aider pendant au moins un an à payer votre infrastructure. Typiquement, nous, avec Frogit, on fait partie du programme startup de Scaleway et Scaleway nous héberge pendant un an. Ça nous permet de tester et puis de démarrer. L'avantage de Opla Cloud, c'est qu'il est 100% OpenStack. Donc OpenStack, c'est une solution libre pour gérer des data centers. Néanmoins, on voit qu'il lui manque quand même pas mal de choses. On a Hotscale, qui est aussi une boîte française, finalement, qui propose, enfin, tous proposent toutes les briques de base, mais lui non plus n'a pas de CDN, il n'a pas de base de données managée et il n'a pas de Kubernetes managé. Par contre, il a une API compatible Amazon Web Services, qui fait qu'en fait, on peut interagir avec lui avec Terraform Amazon Web Services ou avec le client Amazon Web Services. Et enfin, on a les deux plus gros, finalement. On a OVH Cloud, qui est le premier hébergeur européen. Lui, il propose tous les services et il a aussi l'avantage d'avoir une marketplace, c'est-à-dire qu'on peut avoir des applications tierces qu'on peut installer sur des serveurs OVH. Et on a Scaleway qui propose un peu tous les services sauf le Content Delivery Network. Et on aura... Par contre, Scaleway a l'avantage d'avoir une évolution rapide puisque depuis un an, on a vu qu'ils avaient sorti beaucoup de fonctionnalités. Ils ont des avantages aussi sur l'IoT et le serverless. Ils ont des solutions en proposition en ce moment. Et puis, ils ont C14 qui est une solution qui permet d'archiver en fait nos données dans un data center, dans un bunker parisien, à je ne sais plus combien de mètres sous terre. Alors, je suis désolé pour les couleurs. C'est vrai que chez moi, elles se voient bien. Donc, je vous le ferai passer. En tout cas, je ne sais pas quoi faire. Alors, du coup, on va passer aux plateformes as a service.
Et là, il faut bien dire qu'en France, on n'en a pas beaucoup parce que j'en ai trouvé que 2. J'ai trouvé que Clever Cloud et Scalingo. Alors là, du coup, l'idée, c'est de savoir quel langage on peut envoyer chez notre fournisseur plateforme as a service. Donc, en gros, si vous utilisez une plateforme as a service, c'est que vous n'avez pas d'administrateur système ou d'administrateur cloud dans vos équipes et que les développeurs doivent envoyer leurs applications chez ce genre de personnes. Et du coup, on peut constater qu'en fait, les deux proposent la plupart des langages. Clever Cloud ne propose pas Crystal, mais c'est un langage qui est assez récent. Et Scalingo ne propose pas Rust ni Docker. À savoir si pour vous c'est un vrai problème, je ne sais pas. Par contre, là où il y a une réelle différence, c'est au niveau des services managés que proposent les deux. Donc, on constate que Scalingo n'a pas d'hébergement S3. Donc là, si vous partez chez Scalingo, il va falloir que vous ayez en plus un fournisseur pour héberger vos médias. Ne propose pas non plus Kafka. Par contre, il propose une base de données InfluxDB, alors que Clever Cloud, lui, ne le propose pas. L'autre truc notable, c'est que Clever Cloud, c'est une solution que vous pouvez installer on-premise sur vos propres serveurs, c'est-à-dire si vous avez vos serveurs dans votre propre data center, vous pouvez contacter Clever Cloud, il vous fournira le pass, ou même, il est présent justement sur la fameuse marketplace OVH, et vous pourrez installer Clever Cloud sur des serveurs OVH. Là, il n'y aura pas de souci. Et Clever Cloud, ils font du machine learning, c'est-à-dire qu'ils apprennent constamment des problèmes de leurs clients et pour améliorer leurs produits. Donc voilà, c'était assez court parce qu'on n'avait qu'une dizaine de minutes. Je vous laisse les crédits affichés parce que c'est que des solutions libres que j'utilise, y compris dans mes présentations. Et vous avez un questionnaire de feedback aussi qu'Emmanuel vous a mis dans le chat. Et du coup, je vais pouvoir répondre aux questions. J'ai fait en sorte qu'on puisse échanger sur les questions-réponses, justement. Donc, Emmanuel, est-ce qu'on a des questions? Ah, je les vois. Rapprochement entre OVH et GCP. Ah oui, donc en effet, OVH a annoncé qu'ils avaient signé un accord avec Google Cloud Platform sur Anthos. Anthos, c'est une technologie qui est développée par Google. Et donc, d'après ce que j'en sais, c'est que OVH va proposer Anthos, donc qui est une sorte de Kubernetes packagé par Google. Google, on rappelle que c'est eux qui ont lancé Kubernetes, puisque le projet Borg, en fait, a donné Kubernetes à l'origine. Et donc, a priori, Google Cloud Platform se place comme un éditeur de logiciels et OVH comme un intégrateur, c'est-à-dire qu'il va intégrer leur propre version d'Anthos sur leur serveur. Et a priori, il n'y aura pas de communication entre les deux. Ce qui fait que pour moi, c'est assez intéressant dans l'idée où on va pouvoir utiliser des serveurs français hébergés en France par une société française avec une solution américaine. Et la solution, elle, a priori, elle ne communiquera pas avec Google Cloud Platform. Après, reste à savoir si c'est que Anthos, c'est qu'un élément en fait finalement de Google Cloud, c'est pas l'ensemble du Google Cloud qu'on va pouvoir utiliser chez OVH. Merci Christophe. Il y a la même question de Benjamin, mais pour Gaia X, entre OVH et tes systèmes. Je vous avoue que Gaia X, c'est encore assez flou. Moi, j'en sais pas trop finalement. Je trouve que l'initiative est très très bonne. Si on peut justement, là j'en ai pas parlé, mais mettre en place de l'interopérabilité entre les hébergeurs cloud, ce sera vraiment très bien. Mais le projet est vraiment trop jeune et pour l'instant, on sait pas encore ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma présentation. J'ai pas mis non plus, par exemple, une solution comme plateforme SH qui permet justement de déployer, d'offrir un pass pour déployer sur notre propre serveur, parce qu'en fait, j'ai pas pu identifier le fait que est-ce que l'API qui est fournie par plateforme SH qu'on est censé utiliser va nous permettre d'aller justement plutôt parce que l'API est hébergée aux États-Unis. Ça, je sais pas. C'est comme la plateforme SH est éditée par une boîte franco-américaine, je sais pas trop ce qu'il en est.
Ok. Il y a une question de Baptiste qui demande si le protocole S3 est soumis aussi au Cloud Act. Alors, le Cloud Act, il n'impacte que les hébergements. Ça veut dire, on va dire, les logiciels en live qui sont en train de tourner. Donc, si le protocole S3, il tourne, c'est un logiciel. S'il tourne sur des hébergeurs qui ne sont pas soumis au Cloud Act, le protocole en lui-même n'est pas soumis. Et après, le protocole S3, il est ouvert et il a été implémenté de plusieurs façons. Et notamment, il y a des projets open source comme Minio ou OpenIO qui sont compatibles S3, mais qui n'ont aucun lien avec Amazon. C'est-à-dire qu'ils ont repris intégralement l'API S3 et les fonctionnalités S3, mais par contre, ce n'est pas un programme qui est édité par Amazon Web Services. Donc, a priori, le protocole S3, il n'est pas soumis au Cloud Act si on prend un fournisseur qui ne l'est pas. Donc, un fournisseur français ou européen. Ok. Et la dernière question de Jean-Yves. Il demande le quid des parties réseau sur les IaaS, WAF, appliances réseau. A priori, ils auraient eu des mauvaises expériences chez Outscale pour ajouter des appliances réseau. Alors là, j'avoue que le réseau n'est pas mon fort, c'est plutôt le fort de mon collègue chez l'Hydra. Et j'ai malheureusement pas testé Outscale, donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je sais qu'au niveau réseau, il y a encore des progrès à faire parce que notamment chez OVH, c'est du réseau propriétaire, donc quand on veut faire du 100% OpenStack, c'est compliqué. Et chez Scalway, le réseau est en train d'arriver. C'est-à-dire que le réseau, il vient de sortir de bêta il y a quelques mois. Donc, c'est encore quelque chose qui est encore, comment dire, balbutiant chez les fournisseurs français. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Jean-Yves. Jean-Yves, tu peux nous dire dans le chat, il y a une petite dernière question de Alexis. Souveraineté européenne, un projet crédible selon toi, Christophe? Alors, comme je l'ai dit, la souveraineté, c'est l'application des lois d'un peuple sur son territoire. Il faudrait, pour avoir une souveraineté européenne, avoir un peuple européen. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en fait un peuple, nous sommes un agrégat de nations qui voulons coopérer ensemble. Et on est différent des États-Unis parce que les États-Unis, eux, ont une culture et une langue commune, alors qu'en Europe, on n'a ni une culture ni une langue commune. Ce qui fait que pour moi, la souveraineté européenne, elle est pas faisable ni souhaitable. Par contre, on doit coopérer entre pays européens. Et si on a une autonomie dans chaque pays, on va pouvoir coopérer et faire de grandes choses. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas une souveraineté européenne qu'on ne peut pas avoir une coopération européenne. Christophe, pour ta présence à notre premier event. Je vous laisse mettre votre feedback sur le lien que j'ai pu mettre dans le chat. Et puis, vous connecter en salle 1 pour les tables rondes de Cloud Nord du midi, en même temps que manger votre petit sandwich. À bientôt, Christophe, et à tout à l'heure pour le reste de l'après-midi en salle 3. À bientôt et merci pour l'invitation. Avec plaisir.